RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Gilbert Bribois. Kevin Diaz est là avec moi en studio et Florent Gautreau est au stade après le match Rennes-Nantes, au stade à Rennes évidemment, ce qui ne l'empêchera pas de donner son avis sur Lyon tout à l'heure puisque le match était en début d'après-midi. Avant de parler plus longuement du match et de faire l'évaluation avec Paul dans quelques instants, je ne veux pas casser l'ambiance, Flo, je ne sais pas si ça t'a échappé au stade, mais le Figaro ce soir publie un article expliquant que des chants homophobes ont été entonnés et entendus ce dimanche lors du match. Bon. Il y aura des suites. Écoute, j'ai pas entendu du tout évidemment, sinon je vous en aurais parlé. Mais effectivement, affaire à suivre. J'ai pas entendu ça. Tout ça sur le Figaro.fr. Et suite évidemment à ce qui s'est passé dimanche dernier lors de la rencontre entre Paris et Marseille. Juste pour finir là, les résultats en cours, les matchs en cours, c'est fini en Espagne entre l'Atlético et Cadix. L'Atlético gagne 3-2 et puis le Betis bat Valence 3-0. Allez, Paul est avec nous au 32-16, supporter rennais. Salut Paul. Oui, bonsoir à vous. Paul, tu n'étais pas au stade, toi? Si, je vous attendais aux abords du stade. Je me suis mis dans un endroit plus calme. Ah, merci d'avoir été patient, c'est sympa. Tu as passé une excellente soirée, j'imagine, toi aussi. On commençait à parler là, de la performance rennaise. Est-ce que tu es d'accord avec ce que tu as entendu jusque-là? Moi, très sincèrement, je vais pas, parce que vous avez beaucoup parlé de certaines choses où on ne va pas forcément revenir sur les relances. Bon, pour moi, le meilleur Nantais ce soir, c'est Omari, très clairement. Il a fait son match. Et Flo Gautreau, je l'écoutais, c'est sûr qu'il en parle avec les yeux de l'amour, mais Omari, c'est depuis 2 ans que son caractère assez nonchalant ne rassure pas une défense, et sur ça, il progresse pas. Et là, je vais mettre un petit bémol par rapport à l'autre supporter qui a vécu une superbe soirée, je l'ai entendu, et je suis très heureux pour lui, mais très sincèrement, je suis pas d'accord avec lui. Le domaine de satisfaction, je pense, c'est plutôt l'offensive, les postes offensifs, et notamment le Turc qui nous rappelle un petit peu la Borde dans son envie. Et moi en tout cas je vais voir des matchs au stade. Oui, parce que je vais voir des matchs et je supporte mon équipe pour avoir des gens qui ont envie de se battre, de courir. Ça nous change de Kalimundo. Tout simplement ça me rappelle une époque un peu bénie qui est pas si lointaine pour Rennes. Il y a 2 ans on avait une grosse équipe, on jouait différemment. Là il va falloir faire un deuil. Moi je suis en train de le faire parce qu'on joue plus du tout de la même manière. Et quand on nous annonce, et moi je le répète, c'est pas moi, c'est les dirigeants qui nous expliquent jour après jour qu'ils sont beaucoup plus intelligents que nous, qui connaissent mieux le football, qui nous annoncent le trio de tête. Quand je vois cette équipe, quand je vois la défense, et notamment Omari, mais il n'y a pas que lui, qui est très fébrile, parce que là c'était une petite équipe, avec tout le respect qu'on doit avoir pour les petites équipes, ça doit être des matchs où, oui, heureusement on gagne, parce qu'on maintenant on a des ambitions plus élevées, donc c'est pas leur faire injure, mais ils proposent pas grand chose dans le jeu, et les seules fois où on est mis en danger, c'est des longs ballons, qu'on n'arrive pas, on tremble, parce que même dans le stade, quand on est supporter, quand on regarde, on n'est pas serein. Et ça, aujourd'hui, on est qu'au début octobre, donc un jour, il y a Paris qui arrive, on a des ambitions un petit peu apparemment en Coupe d'Europe, j'attends voir, et je mets un petit bémol, parce que je ne suis pas forcément très rassuré. Est-ce que tu me permets de mettre un bémol à ton bémol? Contre bémol. Voilà, contre Kems. On est d'accord quand même que dans cette défense, vous avez 3 joueurs formés au club. Oui, écoute, Kevin, c'est pas mais laisse-moi finir. Tu vois où je veux en venir. Il y a un moment, les gars, vous avez un des meilleurs centres de formation en France, voire en Europe. Bien sûr que quand tu fais jouer des jeunes joueurs, tu laisses aussi la place à un peu de fébrilité, mais c'est aussi donner la place au travail qui est fait à Rennes depuis des années, voire depuis des décennies. Et aujourd'hui, quand même, votre centre de formation, quand tu vois les Matistel, les Désiré Doué et tous les autres Rennais qui sont dans les grands clubs ou dans les grands championnats avec Kamavinga, etc., je pense que moi, je ne peux pas reprocher au club ou à Bruno Genesio de laisser la chance à ces jeunes gars-là. Parce que... Paul, je vais mettre un bémol au bémol du bémol. Ah non, là, ça marche pas. Non, mais très simplement, peut-être pour vous mettre d'accord. Moi, je suis d'accord avec Paul, puisque je pense aussi que ce soir, c'est le secteur défensif qui fait que j'ai parlé d'un Rennes seulement convalescent. Mais oui, bien sûr, tu peux faire confiance à ton centre de formation. Mais quand c'est vraiment la stratégie, si par exemple tu dis, écoutez, on n'a pas de moyens, en mode Olas, tu sais, quand il construisait son stade, et donc on va. T'as pas besoin de ne pas avoir de moyens. Oui, mais attends. Quand tu as une stratégie annoncée qui dit, oui, on va puiser dans le centre parce que pendant 2 ans, on construit un stade et on décide de faire comme ça. Ok. Mais c'est pas ça la stratégie. C'est plus parce qu'il y a eu dans le recrutement des manques au niveau défensif qu'on a décidé de se dire bon allez on va y aller, oui on va y aller avec nos jeunes, c'est très bien, effectivement il y a un très bon centre, moi je trouve qu'ils sont globalement, Assignon par exemple fait un très bon match et Assignon prend de la valeur en ce moment et prend de la confiance. Omari c'est pas le cas ce soir, ok, mais
c'est aussi quand même un truc à souligner. Quand tu veux avoir des ambitions plus élevées, effectivement, je pense que autant on a bien recruté au milieu. Ils se sont tant ratés. Ah bah si, la charnière centrale l'an dernier, ça date l'histoire de l'an dernier qui continue aujourd'hui, qui fait que on n'a pas retrouvé. L'été dernier. Oui, mais même en règle générale, on n'a pas réglé ce truc-là. La charnière centrale des défenseurs centraux d'expérience et de qualité. Et je rappelle qu'on est parti, et c'était magnifique de la part de Florian Maurice, on était sur Kim Min-jae à Rennes l'an dernier, il y a un an. Avant les autres. Non, je te coupe parce qu'il y a Aristou, l'entraîneur de Nantes, là, qui en conférence de presse, qui a l'air chaud. Une atmosphère pesante qui modifie un peu le contexte émotionnel des joueurs. Mais j'en dirai pas plus. Après, c'était un derby. Je peux me permettre. Ah bah si, il faudra en dire plus là du coup. Derby, non vous attendiez quand même pas à quelque chose de plat au niveau encéphalogramme, non? Ah non, mais j'ai pas dit ça. Je m'attendais à quelque chose de juste. C'est-à-dire que vous sous-entendez qu'il y a des choses qui se sont passées au bord du terrain? Je sous-entends qu'il y a une atmosphère et des décisions systématiques. En gros, quand il y avait un doute, il n'y avait pas de doute. Le doute profite à l'arbitre. Le doute a profité au Stade Rennais. J'ai la sensation que sur la durée, il n'y a pas de grandes erreurs. Les pénaltys, il y a pénalty. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais j'ai la sensation que sur la durée du match, quand il y avait un doute, il n'y avait pas de doute au final. Ce qui explique qu'un de vos joueurs pète les plombs. Ce qui explique qu'un de mes joueurs doit bénéficier logiquement d'un corner, qu'il est sanctionné d'une faute inexistante, et que ça vient au bout de plusieurs minutes de mise sous tension émotionnelle. Voilà, c'est tout ce que je dis. Mais on va s'arrêter de parler de ça. On va parler du jeu où on n'a pas été non plus les meilleurs. Vous avez le sentiment que quand vous revenez en fin de première période, vous aviez fait le plus dur et que ça allait être peut-être... J'ai un peu cette sensation-là, effectivement. Un peu d'envie à l'équipe en deuxième période. J'ai un peu cette sensation-là. On fait 35 minutes, je le disais, qui sont pas très bonnes. On est positionné mais pas acteur, pas assez actif. On rétablit ça sur les 10 dernières minutes en étant un petit peu plus pressant, en étant un peu plus agressif. Ça nous permet de récupérer ce ballon. C'est vrai que ce match nul à la mi-temps est un peu inespéré compte tenu de la première mi-temps. Bon, j'avais la sensation que ça pouvait effectivement couper un peu les pattes des Rennais et nous relancer nous dans cette deuxième mi-temps. La deuxième mi-temps jusqu'au but où on fait une grossière erreur, je la trouve plutôt équilibrée. Ce deuxième but à la 72e minute ne doit jamais arriver. On tient pas le départ de Truffert, on n'anticipe pas la profondeur. Derrière, on s'arrête un peu. J'ai un peu de mal à comprendre ce but. On va s'en expliquer avec les joueurs. Mais jusqu'à ce but-là, j'ai la sensation qu'on est dans une configuration normale de derby à jouer à l'extérieur contre une très belle équipe. Voilà, donc je suis très déçu, en colère par rapport à ce but. Et puis après, donc tout le reste, c'est, je vous dis, un contexte émotionnel qui nous fait un peu sortir du match à la fin. Voilà pour Pierre Aristou, le coach de Nantes. C'est intéressant, mais je suis pas d'accord avec lui. Je pense que Mostafa Mohamed, pardon. Alors ok, il y avait corner. Mais rien ne justifie qu'ils viennent se mettre à 1 mm du nez de l'arbitre. Pour rien que pour ça, c'est jaune. T'en as déjà un, c'est rouge, mon vieux. T'es capable de péter un plomb. Là, franchement, c'est ridicule. Je vais laisser Flo parce qu'il n'a pas l'air d'être d'accord avec Aristou. Et moi, je suis complètement d'accord avec Aristou. En fait, quand tu as connu des matchs à enjeu, des matchs à tension avec une atmosphère, etc., bien sûr que l'arbitre va dans l'atmosphère. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que moi, je l'ai dit direct dans le match. On m'a dit, ah ouais, mais parce que les commentateurs, ils avaient raison. Ah ouais, mais il ne faut pas qu'ils réagissent comme ça. Ouais, mais il y a corner en fait. Okay. Donc en fait l'arbitre, la réaction est justifiée. Oui, mais peu attendez importe. les gars. Oui, mais peu importe. Tu fais pas 1 mm du nez de l'arbitre. D'accord. Mais attends, il se met à 1 mm du nez de l'arbitre, c'est pas le seul dans le match qui s'est mis à 1 mm du nez d'un joueur ou d'un arbitre. D'accord. Donc l'arbitre, je sais pas. Donc il y a un moment, ce que dit Aristou, il n'a pas dit que c'était à cause de ça qu'ils avaient perdu. Mais ce qu'il dit, moi, je suis 100% d'accord avec lui. C'est-à-dire qu'il a très bien expliqué. Il est en dessous dans le jeu. Son équipe n'est pas la meilleure équipe aujourd'hui et les pénaltys sont OK, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment où dans le match, il y a eu des faits. Alors attention, déclat qui tempère celle d'Aristou, celle de Merlin, qui dit on n'a pas été au top dans nos attitudes avec l'arbitre, à lui parler trop agressivement, on l'a un peu cherché. Ah mais je pense que c'est ça. En fait, mieux gérer nos émotions. Je vais un peu plus mesuré que le coach de Nantes. Je vais te dire. Sinon, il peut prendre un rouge sur son tête contre tête avec je sais plus quel joueur Nantes. Mais si. Bien sûr que si. Alors je te dis, Castelletto doit pas être sur le terrain. Il a pris un jaune, Écoute bien le pétage de plomb. Castelletto, il prend un jaune, ok. Il estime que Bertu Guilmiri ne sort pas assez vite. Il le pousse violemment. Donc l'arbitre sympa lui dit.
Oui, je pourrais te mettre un deuxième jaune, je te le mets pas. Ah bon, pourquoi? Ok. Il fait faute. Tu sais, dans la surface sur le dernier penalty. Franchement, il ne peut pas lui mettre un jaune sur cette faute. Donc le mec, il doit être rouge. Mais c'est pas grave, ça. Moi, je vais te dire. Bon, attends, je te réponds quand même. Aristui fait. Lui, moi que j'adore, hein, je le soutiens depuis la fin de la saison dernière. Il fait ce que tout coach qui a perdu et qui s'est fait bouger dans un derby ne devrait pas faire, parler de l'arbitre en premier, même si après il rectifie. Non, mais là, c'est pas en premier, il avait déjà commencé la conférence. Ah non, il a dit maintenant on va parler du jeu. Donc il a commencé par l'ambiance et par l'arbitrage. Je pense que toute analyse qui commence par l'arbitrage, sauf s'il y a un vol manifeste, est une mauvaise analyse. Je pense qu'il retombe sur ses pattes après en disant ce qu'il a dit. Il n'a pas parlé de vol, il a parlé de contexte émotionnel. Non, je te dis. Écoute, je te dis, toute analyse qui commence, sauf s'il y a un vol manifeste, ce qui n'est pas le cas, toute analyse d'un match qui commence par parler de l'arbitrage est une mauvaise analyse. Et lui-même dit d'ailleurs très bien après, bah écoutez, on va reparler du jeu parce que là on n'a pas été bon. Et ben voilà. Alors on n'a pas été bon dans le jeu. Attends, on est sur deux sujets différents. Tu dis que son analyse elle est pas bonne. Moi je te dis juste que son analyse elle est juste sur le contexte émotionnel. Après, qu'ils doivent le dire en premier, en deuxième, en troisième, c'est autre chose. Ils ont craqué. Quand c'est un derby comme cela, quand ça commence c'est eux qui ont commencé à vouloir mettre le... Non, mais il n'empêche qu'il y a corner. Ils ont craqué, mais il y a corner. Ok. Alors, bon, allez, concluons là-dessus. Non, mais c'est important de voir quand même que dans ce match-là, quand ça commence à se tendre, et je vais te dire qu'à un moment donné, en deuxième période, c'est les Nantais qui ont mis de l'impact. Très bien, pas de problème. Ils ont mis de l'impact, ils ont voulu bouger les Rennais. Et après, c'est eux qui ont craqué. Donc dans un match comme ça, il faut savoir maîtriser ses nerfs. Mostafa Mohamed, il sait qu'il a un jaune et il pète les plombs. Exactement. Il ne maîtrise pas ses nerfs. Et surtout sur cette action, tu sais ce que fait l'arbitre? Peut-être à tort, hein, mais lui, il ne dit pas qu'il y a 6 mètres. Il siffle faute de Mostafa Mohamed. À mon avis, c'est une connerie. À mon avis, il y a corner. Mais je suis d'accord, sauf que je te dis, il ne dit pas il n'y avait pas corner ou pas corner. Il dit il y a faute de Mostafa Mohamed pour s'en sortir, d'ailleurs, l'arbitre de ce truc-là. Et comme l'autre pète les plombs suite à ça, il lui met un deuxième jaune. Mais il lui met même pas un deuxième jaune, il lui met rouge direct. Non, faux, il lui sort un jaune, tu regarderas, deuxième jaune. Ah là là, non, pas du tout. Il met un deuxième jaune totalement mérité, tu n'as pas à péter les plombs comme ça. Donc, si tu veux, Nantes était inférieur la plupart du temps, et notamment dans ces 35 minutes, les premières, comme a dit Aristui. Moi, je pense effectivement que Rennes doit être bien supérieur à ce qu'ils ont montré ce soir, donc c'est pas le sujet, mais les 2 buts d'écart entre les 2 équipes, ils y sont. Maintenant, ils ont craqué sous la pression, certains joueurs notamment. Dans un derby, c'est comme ça, il faut savoir maîtriser ses nerfs, ils n'ont pas su les maîtriser. Après, si tu veux dire, c'est l'arbitre qui nous a fait perdre le match, bah non, Merlin, il a raison, et puis Aristui, dans la deuxième partie de sa conf, a raison aussi. Il n'a jamais dit que c'était l'arbitre. Bon, les gars, revenons à Rennes, et ensuite on aura Arthur qui est supporter nantais, parce qu'on était en train de discuter avec Paul là, et vous n'étiez pas forcément d'accord tous, d'ailleurs, tous les trois, concernant la perf rennaise. Pour conclure, Paul, toi tu dirais que bon, cette victoire elle est un peu en trompe-l'œil en fait finalement. Cette victoire, elle en appelle d'autres, Gilbert, mais je pense qu'il faut rester mesuré. De toute façon, dans 15 jours, ça va être simple, il y a la Coupe d'Europe. C'est dans une semaine en fait. Hein. Oui, tout à fait. Paris, c'est dimanche prochain. Mais Paris va être, je pense, un juge de paix pour notre vrai niveau. Parce que là, c'est pas le Paris d'il y a 2 ans, c'est un tout autre Paris. Donc on va voir ce que ça va donner. Moi, je mets juste un petit peu de mesure. Je suis pas... je suis supporter très content ce soir, c'est un derby, il faut les gagner. D'ailleurs, juste petite parenthèse, je vais pas rouvrir ça, mais de la part d'un coach, on se plaint des chants homophobes, de tout ce qui se passe autour d'un stade. C'est un pro, ce monsieur-là, je le connais pas, mais d'avoir une analyse comme ça, qui va être, vous allez débattre dessus, c'est juste inadmissible. On a tous vu ce qu'on a vu. Le contexte, si t'es pro, t'arrives pas à gérer un Rennes-Nantes, c'est pas un derby madrilène ou Barça-Real. Donc faut arrêter. Les derbys, il y a eu des plus chauds depuis des années, c'est plus safe. C'est juste un scandale ce qu'il dit ce monsieur. Il devrait s'occuper de son équipe pour la faire mieux jouer. C'est tout ce que je pense. Merci Paul. Bon retour à la maison. Voilà. Il y a de l'opinion chez Paul. Voilà, c'est ça les auditeurs de l'after. Ils disent ce qu'ils pensent. Tu sais, pour l'atmosphère, ce qui est assez marrant, parce que tu sais qu'il y a le débat sur la Bretagne, le speaker, quand le match a commencé, a dit bienvenue au FC Nantes et messieurs les Nantais, bienvenue en Bretagne. Donc voilà, c'était pour mettre un peu l'ambiance. Voilà. Et puis à la fin, là, il y a une petite scène assez marrante à la fin. C'est pareil, ils ont sorti les gros drapeaux bretons qui sortent tout le temps, mais là, ils ont vraiment, Rennes, sorti l'immense, hein, le plus grand étendard. Et par ailleurs, il y a une petite scène sympa avec la sécurité civile, tu sais, les civières qui sont au bord du terrain. Il y avait la mascotte nantaise qui était là également, un canari, et il est allongé par terre sur le sol, sur l'herbe rennaise, et ils l'ont embarqué sur la civière devant le public qui était hilar. Donc voilà, un petit jeu plutôt sympa pour terminer la soirée. Bon.
Justement, Nantes, parlons-en avec Arthur, supporter nantais. Salut Arthur. Salut Kevin, salut Florent, Salut Gilbert. C'est la première fois que je vous appelle, alors je vous appelle un petit peu dégoûté. Ah, bah écoute, t'es le bienvenu, t'es chez toi. Mais oui, bon, de toute façon, ce soir, j'ai écouté Gérard Huissouille, ce qu'il avait dit en direct en conférence de presse. Alors, dans un premier temps, j'aimerais vraiment lui adresser mon soutien, parce que ce que la famille Kita lui a fait, et Dieu sait qu'ils en ont fait pas mal ces derniers temps, c'est absolument dégueulasse, mais bon, ça, c'est pas le débat du soir. Je voulais revenir sur le jeu, donc on est venu à Rennes en connaissant le plan de jeu de Genesio, et on savait très bien que ce soir on n'aurait pas les possessions, et donc on devait tout miser sur la transition de jeu. Le problème ce soir, c'est qu'en termes de transition, techniquement, et je vais mettre un petit peu la faute sur Jean-Kévin Duverne ce soir, c'est que ça a été techniquement très très faible et qu'on n'a pas le droit de proposer ça en venant à Rennes, puisque c'est un derby, on est censé gagner. J'aimerais également adresser un petit point sur Douglas Augusto, qui est peut-être la meilleure recrue qu'on a fait cet été, et qui a montré beaucoup de hargne et beaucoup de volonté ce soir. Voilà. Mais oui, après, ça a énormément parlé de l'arbitrage pendant la soirée. Alors les pénaltys il n'y a absolument aucun problème. Le deuxième jaune de Mostafa Mohamed, j'ai tendance à le trouver un petit peu sévère, puisque Théâtre a lui de son côté crié un petit peu dans tous les sens sur Monsieur Buquet et n'a eu qu'un carton jaune, ou alors il n'en a pas eu, je ne me souviens plus, parce que j'étais un petit peu peiné de nous voir dans cette situation-là. Néanmoins, il y a 5-6 décisions qu'on a pu relever dans le match de M. Buquet qui étaient absolument, totalement contraires au jeu et totalement aberrantes. Donc on va pas remettre la faute sur lui, puisqu'on n'a pas le droit de venir à Rennes en proposant ce genre de jeu-là. On vient pour gagner. Mais l'arbitrage a été... On va pas se cacher derrière l'arbitrage, certes, mais ça a été quand même assez tendancieux. Quand on parle d'atmosphère pesante, c'est sûr que ce soir, bah voilà. Mais dans tous les cas, le Beauvoir, ce sera la même chose. Mais vraiment, si on revient purement et simplement sur le jeu, en termes de transition, ça a été quand même assez faible ce soir. Alors qu'on revient d'un match à Lorient, où la première mi-temps a été assez faible. Le symbole... la deuxième mi-temps, ça relève un peu de l'irréel, la deuxième mi-temps de Lorient, mais on arrivait quand même avec un petit peu de confiance. Donc le symbole, c'est Blas. Le symbole, c'est Blas. C'est-à-dire que il te manque vraiment, quelqu'un pour faire le jeu, un lanceur de jeu, un accélérateur de jeu. Tu peux pas. C'est une équipe qui est limitée. Tu as raison sur Duverne, ça c'est vrai, par exemple. Mais après, dans le jeu, effectivement, qui fait le jeu ? Qui sont les lanceurs de jeu ? Tu vois, d'où part le jeu ? C'est ça le problème de Nantes. C'est en fait Chirivella à la base, mais c'est pas beaucoup trop esselé au milieu. Mais bien sûr, il fait du boulot. T'as Florent Mollet qui est censé être un joueur quand même créatif. Mais tu vois, oui, mais ce soir, il était pas au milieu, tu les attends. Il était haut à droite. Et si tu veux, à l'inverse, ce qui est dommage pour Nantes, c'est que devant, ils ont des choses à proposer avec Simon et Mostafa Mohamed, par exemple. Donc effectivement, c'est la salle des machines, le milieu de terrain. Et là, à l'inverse, du côté rennais, tu as ce soir Matic, Blas, Bourigeaud. Ah oui, tu dis oui, effectivement, ils ont pris le bouillon à ce niveau-là. Et c'est vrai que ça a été compliqué. Mais néanmoins, c'était que Nantes. Et pour Rennes, effectivement, je suis assez d'accord avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Le match contre le PSG sera un très bon test pour ça. Mais pour les Nantais, effectivement, trop d'insuffisance, beaucoup de courage. En termes de qualité d'effectif pur et dur, c'est clair qu'on est largement en dessous. Après, c'est un derby, on vient pour le gagner quand même, néanmoins. Non, mais c'est vrai que après Nantes, on ne s'imaginait pas que Nantes fasse un match bien meilleur. Là, ils ont quand même contenu. Il y avait 1-1 jusqu'à la 73e. Encore une fois, moi, je pense pas du tout qu'ils perdent à cause de l'arbitrage, mais je comprends les propos de l'entraîneur sur l'atmosphère qui les a pas avantagés. Mais après dans le jeu, Rennes c'est quand même au-dessus. Réponse de Genesio là. Plus. Réponse de Genesio en conférence de presse. Répondu à tous les critères d'un bon derby, avec une victoire surtout, c'est ça qui est le plus important. Ton équipe a montré du caractère, oui. pas lâché en tout cas. Oui, et c'est le gros point positif pour moi de cette soirée, et qui est un petit peu le fil conducteur de notre début de saison, à savoir qu'on est capable de réagir face à des événements un petit peu contraires. Et c'est un petit peu différent de la saison passée, où on avait tendance à être très performant quand tout allait bien et avoir un peu de mal à sortir la tête de l'eau quand il y avait un petit grain de sable, parce que encaisser un but juste avant la mi-temps alors qu'on a très peu subi d'occasion, ça aurait pu nous faire baisser de rythme, et on a su garder le fil de la rencontre, se remettre dedans et faire preuve de beaucoup de caractère pour aller arracher cette victoire qui est très importante et méritée, je pense, sur l'ensemble du match. Allez, Bruno Genesio en direct après la victoire rennaise face à Nantes. Oui, après le jeu demande des erreurs,
Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est d'avoir su se remettre dans le bon chemin, surtout quand on prend juste avant la mi-temps comme ça, c'est jamais facile. Mais on a su reprendre les choses en main, même si j'aurais aimé et préféré qu'on fasse preuve davantage de maîtrise encore, notamment lorsqu'on a été en supériorité numérique. Bon, donc, quand on voit ce qui se passe justement sur le but des Nantais, après derrière Matic et Mandanda ont une vive discussion, c'est agaçant quand on est sur le banc de touche de se dire à la 44e pourquoi on ne dégage pas ce ballon, pourquoi on prend un tel risque. Oui, mais après, de toute façon, une fois que c'est fait, on ne peut plus revenir en arrière. Donc évidemment et je pense que les plus malheureux sont ceux qui sont sur le terrain et ce sont les joueurs. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est ça montre que mon équipe vit, qu'elle communique. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, il n'y aurait peut-être pas eu cette réaction. À la mi-temps, on a eu de bonnes explications aussi. Et je pense que c'est très très important. Certainement que ça sera un match qui va énormément nous servir pour la suite. Voilà pour Bruno Genesio en direct, les gars, et sa réaction. J'aimerais, puisqu'on est toujours avec Arthur qui est supporter nantais, qu'on fasse une petite évaluation ensemble. Qui t'a trouvé malgré tout au niveau côté nantais, Arthur, ce soir? Alors je dirais Thierry Vella, qui a été bon ce soir. Je dirais Douglas Augusto, qui a été bon aussi ce soir. Défensivement, ça reste compliqué, mais Comert a fait un match moyen, mais plutôt correct. Et devant, je dirais Moses Simon, qui a été plutôt bon, qui a proposé beaucoup de choses, mais qui a un peu esselé devant. Sinon, dans l'ensemble, c'est vraiment plutôt compliqué. Hein. Alors, Mostafa Mohamed, il a un peu râlé pendant le match parce qu'il ne voyait pas beaucoup de ballons. Ça se finit par une expulsion, alors que c'était, on peut dire le meilleur attaquant nantais depuis le début de l'année quand même. Ouais, oui, mais complètement. Mais dans tous les cas, même si l'année dernière a été une saison assez compliquée, ça reste l'attaquant titulaire en équipe d'Égypte, ça reste un très bon numéro 9. On est très content de l'avoir à Nantes. Il fait un début de saison plutôt bon, on va dire. Mais ce soir, c'était beaucoup trop compliqué pour lui même malgré qu'il ait fait un très très bon pressing, c'était plutôt compliqué pour lui ce soir de se mettre en avant. Palois, c'est fini, il va faire toute la saison sur le banc? Alors ça, je sais pas, faut demander peut-être à Pierre Aristouille. Après, on sait depuis quelques mois et peut-être un an et demi qu'il a quand même pas mal de problèmes au genou. Alors est-ce qu'on assistera à la fin de sa carrière à la fin de l'année? Je sais pas, mais oui, je sais qu'il y a quand même quelques problèmes au genou qui persévèrent et ça semble assez compliqué pour lui de revenir à un gros niveau, je pense. C'est vrai que c'est quand même toujours étrange quand tu le vois sur le banc, lui qui était quand même un titulaire indiscutable depuis plusieurs saisons. Ouais, et puis tu as aussi, pour revenir sur les joueurs offensifs, Marquinhos. Tu le vois pas, je sais pas ce qu'il vaut ce Brésilien, il a joué un tout petit peu. Après, pour revenir à Mostafa Mohamed, je trouve qu'en plus il avait depuis le début de la saison presque pris encore une autre dimension pour Nantes, en étant vraiment décisif, y compris dans des matchs compliqués, et en mettant des beaux buts. Il va manquer. Alors déjà qu'il manque des choses à Nantes, cette expulsion elle fait mal parce que pour le coup c'est quand même un joueur qui à la fois a mis des buts et à la fois je regardais dans le début de match où c'était compliqué et il a essayé dos au but de vraiment servir de point d'appui, il fait vraiment lui aussi de gros efforts. Donc voilà, après effectivement, à part Chirivella et après c'est un joueur qu'on adore à Nantes, hein. C'est vraiment un joueur qu'on adore et on espère qu'il a marqué beaucoup de buts. Hein. Bah oui, on le souhaite aussi. Quand tu regardes le banc, tu dis ok, donc Père Gabriel est entré, Palois est sur le banc, Sissoko, Marquinhos qui rentre pas. Voilà, et là on est quand même sur un effectif à Nantes qui a perdu Blas, vraiment compliqué. Et Girotto, puisque si on est pour parler des pertes importantes, voilà. Donc compliqué pour les Nantais. Et puis je trouve pas que, bon c'était pas super facile, hein, mais je trouve pas que Lafont ait retrouvé au passage toute sa son envergure, tu vois, sa confiance et la force qu'il a eu à une époque. Oui. Moi, il m'a étonné sur les pénaux. Je trouve qu'il est étonnamment passif sur les pénaux. Deux fois, il part pas du bon côté. Donc. Ouais. Mais voilà, bon, après, c'est des sensations. Puisqu'on est sur l'évaluation, là, je remercie Arthur d'ailleurs au 32-16, mais à Modren, quand même, il y a peut-être des joueurs qu'on n'a pas cités que vous voulez évoquer. Yildirim, on est allé vite tout à l'heure. J'aimerais bien savoir, parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Alors, ok, il bouge beaucoup, il se dépense et tout, mais enfin, en termes d'efficacité, c'est pas non plus extraordinaire, non? C'est Jean-Luc qui disait ça dans le match, qu'il l'avait trouvé un peu timide et je suis d'accord. Après c'est vrai qu'il fait quand même beaucoup d'efforts, on voit que c'est un gars qui se ménage pas, mais c'est vrai que ce soir quand tu le regardes c'est pas celui que tu ressors en premier.
En fait, Eldirim, moi j'ai voulu juste mettre l'accent sur lui, non pas pour en faire un taulier de ce match, mais je suis assez d'accord avec notre auditeur, là, le supporter rennais, qui disait que à la Laborde, il apporte à nouveau cette hargne et cette envie dès le début du match. C'est lui qui était à la pointe du pressing et il n'a pas arrêté du match. Et en plus, si tu regardes le match de Coupe d'Europe, qui est un peu un match clé dans le début de saison rennais qui a été réussi contre le Maccabi Haïfa, évidemment il a marqué de la tête, il va être très bon dans ce jeu-là, il va apporter au niveau de son rôle de pivot. Donc c'est un profil en fait qui manquait à Rennes et qui était recherché. D'ailleurs, j'en avais parlé avec les dirigeants rennais cet été, ils cherchaient ce profil-là. Donc je dirais qu'ils ont trouvé le profil qu'il fallait, puisqu'on peut être critique parfois. Je parlais de la défense centrale tout à l'heure, mais effectivement après il faut encore qu'il nous montre beaucoup plus dans le jeu, parce que j'ai l'impression aussi que sa débauche d'énergie nuit à son efficacité ensuite. C'est ça, je suis d'accord. Rieder, première titularisation. Intéressant, toujours juste. Moi, c'est les joueurs que j'aime, c'est-à-dire que c'est pas un mec qui va faire du superflu, il n'y a pas de passement de jambes, il n'y a pas beaucoup de talonnade, mais par contre, tout ce qu'il fait, c'est juste, c'est dans le sens du jeu. Franchement, en tout cas, première titularisation intéressante. Rieder, deux doigts coupe-fin, comme dirait Florent. Ouais, alors, tu me l'as volé. Mais, c'est un grand lecteur, Rieder. Ouais, aussi. Pas mal aussi. Ouais, puis il paraît qu'il mange beaucoup, mais il digère bien. Le Rieder digest, mais ça c'est vieux. Très vieux. Ouais. Non mais alors moi Rieder, là j'aurais besoin de l'éclairage de Kevin, parce que je me suis posé la question pendant tout son match. Je me suis dit mais attends, où joue-t-il, comment, à quoi sert-il? Et effectivement il perd pas de ballon, il fait pas d'erreur. Mais je suis encore un peu interrogatif sur, dans le système rennais, j'entends, sur la plus-value, tu vois, le rôle qu'il va avoir et qu'il peut apporter. J'ai comme l'impression qu'il peut très bien disparaître de l'équipe, tu vois, et être remplacé dans cette équipe. Donc je suis pas encore convaincu. Ouais, de Rieder. Ouais, après, bon, encore une fois, c'est la première fois qu'on le voit titulaire, donc on va apprendre à le connaître. Mais moi, j'aime bien, parce que c'est vrai que c'est pas celui que tu vois plus Bourigeaud au milieu, tu vois plus Matic avec sa grande carcasse, mais c'est un joueur qui compense, qui est toujours bien placé. Et surtout, moi, c'est le plus important, et on va y venir quand on va parler de l'Olympique Lyonnais, mais c'est un joueur qui joue juste. Il n'y a pas de fioriture. C'est tu donnes le ballon au bon moment, tu te déplaces, tu proposes une solution. Et aujourd'hui, ça correspond très bien avec l'idée que se fait Bruno Genesio de ce que doit être un milieu de terrain ou un joueur qui doit avoir de Allez, pour conclure, quelques messages sur Direct Studio. Attends, juste un mot. Je voulais juste dire un mot sur les deux latéraux de Rennes, parce que j'ai effectivement mis en cause la défense globalement, parce que je pense que défensivement cette équipe est un peu fébrile. Mais quand même, je soulignais que et Truffert, qui a eu des moments de creux, et Assignon, qui est un jeune qui doit s'affirmer, ont été décisifs sur les buts ce soir et dans le jeu, et c'est important aussi pour la confiance et pour les ils ont eu un rôle aussi un peu hybride, c'était intéressant. Ils étaient assez hauts, ils laissaient de la place, des fois ils ressortaient le ballon quasiment comme le Paris Saint-Germain en 3-3-4 ou en 3-2-5. Il y avait de la proposition quand même du côté de Rennes aujourd'hui. Quelques messages sur Direct Studio là. Un message intéressant de Zao qui nous dit: Rennes pour moi est en train de devenir le nouveau Lyon, avec tous les avantages que Lyon avait à l'époque, c'est-à-dire pas de supporters adverses, ils s'arrangent pour que les ex-Rennais ne jouent pas contre eux, arbitrage à sens unique, carton rouge pour le meilleur buteur, voilà, Rennes est le nouveau Lyon, on nous dit. Je crois pas que les dirigeants rennais, c'est intéressant comme remarque, parce que tu sais, tout ce qu'on appelle l'influence, les réseaux, la pression, si on veut rappeler ce que faisait Aulas effectivement pendant les semaines qui précèdent les derbies. Alors, je crois quand même qu'à Rennes, dans ce cas-là, il y a encore beaucoup de choses à apprendre, entre guillemets, sur les Lyonnais de la grande époque. Mais c'est marrant, parce qu'effectivement, tu as effectivement ce soir un derby où l'ambiance, l'atmosphère, et effectivement Rudy Buquet qui était sous pression aussi. C'est un arbitre qui était sous pression un peu ce soir. D'ailleurs, un arbitre qui a sorti beaucoup de cartons jaunes par rapport à ce qu'on a vu depuis le début de la saison. Donc qui a été aussi un petit peu bousculé à un moment donné dans ce match. Et puis alors, juste sur les chants homophobes, on nous signale évidemment que ça ne concernait que Ablin, les fameux Ablin, on t'adore, vous avez compris. Voilà, alors, c'est ça. Au passage, je ferai la même remarque, puisque je l'ai faite pour les Lyonnais supporters et ce qu'ils avaient fait à Barcola. Effectivement, parce que ça je ne l'ai pas entendu, mais on me l'a rapporté. Alors non pas le côté homophobe, mais la dureté, on va dire, des propos vis-à-vis d'Ablin, qui est un jeune Rennais qui joue à Nantes et qui est prêté, qui a été prêté à Auxerre, qui est maintenant à Nantes. Bon.
Moi, je cautionne pas ça. Je sais qu'il y a des tas de... certains peuvent considérer que ça fait partie du folklore. Je parle de chambrer un ancien joueur, hein, je reprécise, et pas du tout le caractère homophobe si c'est vrai. Mais ça, voilà, je considère pas que ce soit bien. Et je pense qu'on peut aussi, avec un jeune joueur, j'entends, hein, surtout, avec un tout jeune joueur, faire autrement. On doit faire autrement même.